Mesdames, Messieurs, je suis très honoré en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale d'accueillir un intervenant de la qualité de M. Maurice Cyrulnik, qui n'est pas la peine de présenter dans cette enceinte. Donc je tiens bien évidemment à en remercier M. le maire de la Gare, toute son équipe municipale qui s'est beaucoup investie avec efficacité dans la préparation de ces assises, et tout spécialement mon ami Philippe Brenard-Rollo, avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années, essentiellement sur des questions de philosophie de l'éducation. Alors cette rencontre a été effectivement préparée par des tables rondes qui se sont tenues en début d'après-midi et qui nous ont permis, ce qui est très intéressant, de faire se rencontrer des enseignants, des professionnels de la petite enfance, des ATSEM, le personnel communal, afin d'échanger sur une même problématique et de se poser des questions qui sont essentielles pour notre métier à tous, et que je résumerai en quelques mots. Qu'est-ce que l'affectivité? En quoi est-ce qu'elle est convoquée à chaque fois qu'il y a apprentissage? Et comment en tenir compte de façon efficiente dans nos métiers? Voilà, en gros, le questionnement qui a été celui des tables rondes de tout à l'heure. Et sans plus attendre, pour avoir peut-être des réponses, je cède la parole à M. Cyrulnik. Voilà, effectivement, j'ai réussi à convaincre Macron et Blanquer que ce qui était important dans la petite enfance, c'était essentiellement l'affectivité. Et ne croyez pas que c'est une idée qui va de soi, parce que dans les années 50-60, quand j'étais étudiant, 1950, pas 1850, quand j'étais étudiant, on nous disait surtout pas d'affect avec les malades, pas d'affect avec les enfants. Alors je disais à l'instant que quand j'ai dirigé le laboratoire d'électroencéphalographie à l'hôpital de Toulon, j'avais plusieurs techniciens, dont une technicienne qui était très gentille, très compétente, mais qui avait été formée dans un centre où on lui disait ne souriez pas et ne parlez pas aux enfants, ça pourrait provoquer une relation affective. Le résultat, c'est que les enfants étaient terrorisés, alors que l'électroencéphalogramme, ça consiste à mettre un fil à cheveux, quand on met un fil à cheveux et qu'on enregistre ce que ça rend les ondes électriques, c'est rien du tout, rien. Les enfants étaient terrorisés et je ne comprenais pas pourquoi tous les électroencéphalogrammes avaient des pointes d'alerte cérébrale. Jusqu'au jour où je lui ai dit, écoutez, en bazardant avec elle, je lui ai dit, non, écoutez, à partir de maintenant, on sourit, on bavarde avec les enfants pendant qu'on fait l'électroencéphalogramme et les pointes enregistrées ont aussitôt disparu. Donc c'est aussi bête que ça, n'empêche que pour des raisons de stéréotypes culturels, on nous apprenait, et je viens d'apprendre qu'on l'apprend encore, dans certaines institutions, à ne pas tisser de liens affectifs avec les enfants. Alors, ne croyez pas que ce soit aussi simple que ça. D'abord, la définition affectivité, moi je me cantonne au minimum ad ferro. C'est-à-dire que l'émotion, c'est ex moveo, j'exprime une émotion que l'autre ne perçoit pas forcément, alors que ad ferro, je transporte dans l'autre une émotion, l'expression de mes émotions fait impression dans les émotions de l'autre. Donc déjà, l'affectivité est un lien, alors que l'émotion est une expression qui passe pas, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur, d'être en colère, et l'autre le perçoit ou ne le perçoit pas. Voilà, c'est la petite différence que je me suis fait pour comprendre un peu de quoi pour vous faire croire que je comprends de quoi je parle. Donc c'est la petite différence que je me suis fait, mais si vous n'êtes pas d'accord, sachez que je ne suis pas prêt à mourir pour cette idée. Alors, comment a-t-on pu réintroduire l'affection dans tous les apprentissages? C'est parti de la Seconde Guerre mondiale où deux psychanalystes, René Spitz et Anne Lafreux, la fille de papa, étaient à Hampstead, dans la banlieue proche de Londres. Les Anglais ont payé très cher la libération, puisqu'ils ont été bombardés depuis Calais, essentiellement, Dunkerque, Calais, et qu'il y a eu beaucoup de morts en Angleterre, beaucoup de maisons détruites, beaucoup d'enfants qui avaient vu leurs parents mourir sous les décombres, ou qui eux-mêmes avaient été pris sous les décombres.
Et Anna Freud allait réquisitionner les belles maisons d'Hampstead, dans la banlieue proche de Londres, et sans le faire exprès, elle avait, comme on dit en termes scientifiques, elle avait randomisé les enfants, c'est-à-dire là où il y avait des lits, eh ben, elle mettait un enfant. Donc il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de sélection, c'était le hasard qui plaçait les enfants. Et quand la guerre a été finie, ils ont constaté que dans certaines nurseries, comme ils disaient, les enfants avaient été tous altérés. Il y avait la guerre, il y avait les bombardements, il y avait la mort des parents. Tous les enfants étaient très altérés, un peu comme les enfants roumains qu'on a vus à la télévision, où quelques éducateurs ont été en Roumanie, où ils étaient des enfants qui ne parlent plus, tellement ils sont terrorisés et qui se balancent sans arrêt, parce que quand il n'y a plus d'altérité, la seule altérité qui reste, c'est les mains et les balancements, et en cas d'émotion trop forte, l'auto-agression. Donc quand il n'y a pas d'altérité, il reste, tout est centré sur soi, sur les comportements auto-centrés, puisqu'il n'y a pas d'autres, c'est facile à comprendre. Et quand Anna Freud et René Spitz avaient constaté que dans certaines institutions, pratiquement tous les enfants altérés s'étaient calmés et avaient repris un bon développement, alors que dans d'autres institutions, quelques enfants s'étaient calmés, mais un nombre non négligeable ne s'était pas calmé et avait développé de graves troubles du comportement, alors qu'au début, les enfants avaient été randomisés, placés au hasard là où il y avait un lit. Et à ce moment-là, ils ont dit, mais c'est quand même curieux que dans une institution, tous les enfants évoluent bien, et dans une autre, les enfants évoluent moins bien. Anna Freud et René Spitz, mais Anna Freud avait une relation facile, alors que René Spitz avait un caractère de cochon. Ça reste entre nous, ça ne sort pas de la salle, parce que... Et René Spitz avait un caractère de cochon, mais il faisait son travail, et ils sont vite arrivés à la conclusion que dans les institutions où les enfants avaient redémarré, les nurses, comme on dit en Angleterre, les gens qui s'occupaient de ces enfants, le métier d'éducateur n'existait pas, mais les gens, les voisins, parlaient, jouaient, sécurisaient avec ces enfants, alors que dans les institutions où il y avait eu de mauvaises reprises de développement, et même il y a eu des morts, alors que les enfants n'avaient aucune raison médicale de mourir, il y avait l'anaphylétisme, c'est-à-dire les enfants privés d'étayage qui, n'ayant plus quelqu'un pour qui manger, et bien ces enfants ne mangeaient plus. Et il s'est laissé mourir entouré de victuailles. Et dans ces institutions-là, il y avait des consignes on va dire, de gel de l'affectivité. Faites votre métier technique, ne parlez pas, ne souriez pas, ne jouez pas. Donc c'était une variable énorme au point de vue scientifique, mais la réflexion est partie comme ça. Et puis, quelques années plus tard, mon maître John Bowlby, qui lui aussi était psychanalyste, l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, lui demande un rapport, parce qu'il y avait énormément d'orphelins. Après la guerre de 14-18, il y avait encore plus d'orphelins, mais après la guerre de 40, il y en avait moins, mais il y en avait quand même pas mal. Donc, et puis surtout, en Europe, il y en avait plus qu'en France ou en Angleterre. Et donc l'Organisme mondial de la santé avait demandé à Bowlby de faire une enquête, de lui faire mettre un rapport pour essayer de comprendre pourquoi certains enfants reprenaient un bon développement et que d'autres, qui n'étaient pas plus mal qu'eux, c'était des enfants qui n'avaient pas de maladie, qui avaient une famille suffisamment bonne, comme on dit maintenant, ils avaient su de quoi se débrouiller, ben ils ne se débrouillaient pas. Et Bowlby a fait, après son enquête, il est arrivé à la conclusion, alors là il a fait une petite faute. Aujourd'hui on dirait ces enfants étaient privés d'affectivité, c'est-à-dire ad ferro, une forme de sensorialité. Je parle, ça touche l'autre. Je joue, je souris, ça touche le monde mental de l'autre. Je joue avec lui, j'échange des objets, je le toilette, je le nourris, je blague, ça touche le monde mental. Et, comme on l'a presque dit tout à l'heure, l'interdit est une structure affective. Là, je dis ça en pensant à la phrase « il est interdit d'interdire », ça a dégommé un grand nombre très, très élevé d'enfants.
L'interdit est une structure affective. Tu ne peux pas tout te permettre. Tu peux faire ça, fais-le. C'est pas un empêchement. Hein. L'empêchement, c'est va voir ce que font les enfants et empêche-les de le faire. Voilà, ça c'est l'empêchement. Alors que l'interdit, c'est tu ne peux pas faire tout, tu ne peux pas tout te permettre, tu peux demander comme ça, mais pas comme ça, tu peux faire comme ça, fais-le, fais comme ça, mais pas comme ça, tu peux demander comme ça, mais pas autrement. Donc l'interdit sécurise l'enfant puisque ça le circuite. Je sais comment je peux faire pour obtenir l'affection, pour obtenir la sortie, pour obtenir de jouer. Donc l'interdit est une structure qui circuite l'enfant, c'est pas l'empêchement. Et ça sécurise beaucoup les enfants, à condition que l'interdit soit... D'abord, il y a des interdits préverbaux quand l'enfant arrive. Le premier interdit préverbal, c'est... Les bébés comprennent parfaitement. Un bébé à qui on fait... Hop, aussitôt, il baisse les yeux, il met les mains derrière la tête. Il a parfaitement compris. Ensuite, quand il arrive à l'âge de la parole, on lui explique, maman, écoute, il ne faut pas faire ça parce que ça fait du mal, tu ne peux pas te le permettre, etc. Mais préverbalement, nos enfants, nos bébés préverbaux, ont déjà une sensation d'interdit et qui les sécurise. Par exemple, on a fait à Toulon une petite manipulation expérimentale, une observation expérimentale. On prend un bébé qui ne marche pas encore, qui marche à 4 pattes, il a 4, 5, 6 mois, et puis on faisait une éthologie animale. On prend un chaton, et le chaton, on le met sur une cage d'escalier. Et le chaton arrive, il palpe le dénivelé, et puis il sait s'il doit sauter, se retourner, ou au contraire, si ça lui paraît trop élevé. Un bébé de 4 mois, il arrive, il palpe, il regarde le dénivelé, et hop, il regarde sa figure d'attachement. La mère, statistiquement, mais ça peut être le père, ça peut être une nounou, ça peut être quelqu'un avec qui il est à la grand-mère, avec qui il est en familiarité. Le tranquillisant naturel, c'est la familiarité, c'est pas le Télestat, ni le Lexomil. Et le tranquillisant naturel, c'est la familiarité. Se sentir bien avec quelqu'un, c'est ce qui nous sécurise le mieux, et nos enfants encore plus que nous. Et le bébé arrive, et ce petit comportement, il arrive, qu'est-ce que je fais? J'ai 4 mois, 6 mois, qu'est-ce que je fais? Je regarde la figure d'attachement. Et le dispositif expérimental était le suivant. Je suis le bébé de 4 à 6 mois, monsieur Granarolo et la psychologue qui est derrière, et la mère est là, si ça vous ennuie pas. Et le bébé arrive, regarde sa mère. Granarolo fait, hop, la mère a pour consigne d'imiter ce que fait Granarolo. Alors il fronce les sourcils, la mère fronce les sourcils, le bébé arrive, ne descend pas l'escalier. Le bébé arrive près de l'escalier, Granarolo fait comme ça, une mimique artificielle, un sourire. Par convention expérimentale, la mère sourit, hop, le bébé se lance. On avait mis une plaque de verre ou des coussins, parce que dans notre grand souci d'éthique, on n'avait pas le droit d'abîmer trop le bébé. Donc ça veut dire que, déjà, préverbalement, les enfants, le chaton s'oriente sur l'objet, alors que déjà, préverbalement, nos enfants, préverbaux, perçoivent l'objet et s'orientent sur une référence, qui est la figure d'attachement. Alors, en langage psychanalytique, on dit une tiercéise. Bon, bah, c'est pas très joli comme mot, mais ça fait chic. Donc, si vous voulez faire chic, vous dites le bébé tiercéise. Tu diras, c'est vrai, tu te rappelleras, le bébé tiercéise. Donc, ça veut dire qu'il introduit le tiers dans la relation directe. Et puis, là, mon maître John Bowlby, qui a joué un grand rôle dans le développement des théories de l'attachement, qu'on enseigne à Toulon, qui sont maintenant les théories les plus attachées, les plus étudiées, les plus enseignées sur la planète. C'est en France qu'il y a le plus de réticence, mais partout ailleurs, c'est les théories qu'on enseigne. Et donc Bowlby a eu le tort. Donc c'était le point de départ. Et au lieu de dire les enfants sont sécurisés
Les enfants qui ne se développent pas, qui ne reprennent pas, les petits Anglais qui ne reprennent pas un bon développement, sont les enfants en privation de soins maternels. Alors que maintenant, on dirait les bébés qui ont du mal à reprendre un bon développement sont les bébés qui sont en carence affective, sensorielle. Statistiquement, c'est la mère, mais ça peut être la grand-mère, ça peut être le père, ça peut être une nounou, un éducateur. C'est toute figure d'attachement familiarisée joue ce rôle fortifiant et sécurisant pour le bébé, même si c'est vrai que la mère, quand même, est une figure d'attachement particulière, privilégiée, parce que j'ai remarqué que statistiquement, quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc ça veut dire que c'est elles qui marquent les premières empreintes. Parce qu'on a rendu observable à Toulon, aux Andiers, un congrès international, on avait rassemblé les chercheurs sur une banalité aujourd'hui, mais qui en 1980 était une nouvelle forme de pensée. Notre civilisation occidentale est la première qui fait naître la psychologie le jour de la naissance. Je rentre de Chine, des pays asiatiques, où quand un bébé arrive au monde, on fête son premier anniversaire. Parce qu'on pense que le gars, il a déjà 9 ou 10 mois d'expérience de vie. Alors, et ça change beaucoup la conception du bébé. Quand le bébé arrive au monde, il a déjà appris, il a déjà acquis. Alors maintenant, on a fait beaucoup d'observations qu'on appelle les interactions précoces, et je crois qu'à Toulon, on a été les premiers à montrer et à vendre scientifiquement manipulable, c'est-à-dire on peut faire des variables, on peut faire des observations, on peut faire des courbes qui montrent que les bébés commencent à communiquer déjà dans l'utérus maternel et que notamment les émotions de la mère se communiquent presque en temps réel au bébé qu'elle porte, ce qui implique des décisions éducatives et politiques. Position éducative, ça veut dire qu'il faut foutre la paix aux femmes enceintes, il ne faut pas les faire travailler 20 heures par jour, il ne faut pas les stresser, parce que ça passe presque en temps réel. Et alors, à l'hôpital de Toulon, on avait fait, il y a des échographies légales maintenant. Et dans ces échographies, la deuxième échographie légale, il y a Morville, qui est chef de service à Pierrefeu maintenant, et qui avait fait un diplôme avec nous, et on lui avait demandé de faire ce travail, mais c'est elle qui l'a fait, c'est Morville. Et elle n'est pas à Pierrefeu, elle est à Toulon, à Sainte-Mus. Et elle avait fait un travail souvent cité, qui montre qu'on avait introduit un stress pour stresser les mères. Mais vous savez comment sont les femmes, on ne peut pas trop les stresser. Alors le stress qu'on avait impliqué, c'est elle arrive pour faire sa échographie, elle montre son gros bidon, on lui met une gelée, on passe le stylo sur le gros bidon, généralement c'est bon enfant, ça blague, ça sourit, généralement ça se passe bien, pour ainsi dire. Sauf quand il y a un pépin, c'est quand même très rare, ça arrive. Mais ça se passe bien, et la condition qui stresse, on était convenu de dire, 30 secondes de silence, madame, voulez-vous chanter? Chanter, moi, le cœur de la mère s'accélère, le cœur du bébé s'accélère presque aussitôt en temps réel. Donc on voit, avec les capteurs techniques, on voit que les émotions se communiquent très très intensément. Et Maria Villalobos avait fait ce travail avec Morville, à l'hôpital de Toulon aussi, et elle part ensuite, elle rentre à Cali, en Colombie, et je lui téléphone, et je lui dis, tu as poursuivi les observations? Elle dit, oui, je vais continuer. Qu'est-ce que ça donne en Colombie? Avec son joli accent castillan, elle me répond, c'est pas du tout pareil. Parce qu'en Colombie, quand tu demandes à une femme de chanter, tu ne peux plus l'arrêter. Déjà, il y a un facteur culturel qui fait que notre observation était biaisée, mais je crois qu'on peut garder l'idée. Et Bouly avait commis cette faute de parler de carence en soins maternels, ce qui fait qu'il a provoqué l'hostilité des féministes qui disaient, il y a une phrase, je vous défie de reconnaître l'auteur, les enfants n'ont pas besoin d'affection pour se développer,
c'est une invention des hommes pour empêcher les femmes de travailler. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette citation? Margaret Mead, la grande anthropologue. C'est-à-dire que, par ailleurs, c'est intéressant, hein, mais là, alors là, c'est une doigt dans l'œil juste à la pellicule, là, parce que c'est incroyable. Eh bien, j'ai entendu cette phrase il n'y a pas longtemps à l'UNESCO par des historiennes qui, par ailleurs, étaient d'excellentes, passionnantes historiennes et qui disaient les enfants n'ont pas d'affection, besoin d'affection pour se développer, donc vous voyez que c'est pas gagné. Donc, et c'était Laura Lee-Daran, qui est professeure à l'école des études à Paris. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un gros dossier très bien fait de Margaret Vicedo, qui est professeur d'histoire à Harvard aux États-Unis et qui dit la même chose. Alors, là où on a des observations expérimentales, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas dire n'importe quoi. Et là, je vais citer Mary Ainsworth, qui était une élève de John Bowlby et qui a, comme souvent c'est le cas, rattrapé le maître et a fait des publications magnifiques. Et la première publication qui commence à préciser l'objet de notre rencontre, c'est qu'il y a des situations standardisées. Et elle montre comment elle prend une série de bébés de 10-12 mois. Donc ils ne parlent pas encore, mais ils marchent. Et puis le bébé arrive dans une salle. Légalement, si on filme, on doit prévenir qu'on filme et on doit demander l'autorisation de filmer. La mère accepte et le protocole est le suivant. La mère est là, le bébé est là, il ne connaît pas, hop, il se rapproche de sa mère et puis à un moment, une femme inconnue rentre, hop, il se rapproche encore plus de sa mère, il regarde, sa mère réussit à partir et il se retrouve seul avec la femme inconnue. Il a bien sûr son petit stress, il cherche sa mère n'est plus là. Il a son petit stress, après quelques minutes, la mère revient et on observe les comportements de retrouvailles affectives de l'enfant. Voilà le protocole d'observation. Et ça a été fait des milliers de fois, peut-être même plus, quelle que soit la culture, quel que soit le niveau socio-culturel des parents, à 10-12 mois, plus de 2 enfants sur 3 ont acquis un attachement sécure. On a gardé l'anglicisme parce que sécure, c'est pas sécurisé. Sécurisé, moi bébé, j'ai besoin que ma figure d'attachement soit là près de moi, sinon je panique. Alors que moi bébé, sécure, si elle est là, je suis content, si elle n'est pas là, elle reste là, dans ma mémoire, elle reste là, dans le style affectif que j'ai acquis à son contact. Et si elle s'en va, je reste sécure, alors que je ne suis pas sécurisé. Donc, concept différent, on a gardé l'anglicisme, et je crois que le mot a été nationalisé, a reçu son certificat de nationalisation, parce que maintenant, je le vois dans les publications avec un accent. Donc, il est devenu français. Le mot est devenu français. Maintenant, et je crois que c'est bien, c'est pas le même concept. Or, c'est 2 enfants sur 3 qui ont acquis, je souligne, acquis. C'est vrai, c'est pas donné, c'est pas lié, ça se construit. Les 2 enfants sur 3 qui, à 10-12 mois, ont acquis un attachement sécure, la femme inconnue arrive, ils ont un petit stress, ils sont seuls, ils ont un petit stress, et hop, ils s'orientent vers la femme inconnue, et ils lui font une offrande alimentaire, ils font un babil, et hop, c'est eux qui initient l'interaction. Donc, conclusion de cette petite manipulation qui a été faite des milliers de fois, ayant été sécurisés, ils sont sécures. En cas de situation de stress, c'est eux qui prennent l'initiative de faire une offrande, un babil, tirer sur la manche, et du bout du bras, tirer sur la robe, et tous les praticiens qui sont dans la salle savent qu'il y a des enfants qui sont capables de rendre bonne mère n'importe qui en 2 babils et 3 mouvements. Il y a des enfants qui sont irrésistibles. Mais ce n'est pas le cas d'un enfant sur 3. Un enfant, à peu près, un enfant sur 3 a acquis, je souligne, un attachement ambivalent. J'ai peur,
j'évite, attachement évitant, j'évite, je ne soutiens pas le regard, je me périphérise, je me mets contre un mur, je ne vais pas à la rencontre, je ne me socialise pas au sens comme on peut se socialiser à 12 mois. Je ne me socialise pas, je n'ai pas la socialité, cet élan qui me donne vers l'autre, qui me pousse, m'attire vers l'autre. Je me périphérise, je regarde de côté, je ne soutiens pas le regard, je me mets, ce style affectif me met en disposition spatiale de mal apprendre à parler, puisque je suis loin de l'adulte. Alors que l'autre, le sécure qui sollicite, il déclenche une interaction, l'adulte, toujours, fait des mots. Alors ça a été la première observation faite au CNRS à Marseille, où on voit que le bébé souvent déclenche l'interaction, mais il déclenche l'interaction si auparavant il a été sécurisé. Si un bébé a peur, il ne déclenche pas l'interaction, au contraire, même il s'isole. Ce qui fait que lorsqu'on a suivi ces enfants, comme on l'a fait à Toulon avec Michel Delage et la petite équipe de Toulon, ce qui fait que ces enfants-là, lorsqu'ils arrivent au premier jour d'école, ont déjà un retard de langage. Puisqu'ils ont dès le premier jour d'école. Et ce qui met l'enfant en situation... Alors, maintenant, l'école est obligatoire à 3 ans. Macron a fait une réforme facile. Il y avait déjà 97% des enfants qui étaient à l'école à 3 ans. Donc, il n'a pas eu de mal à faire la réforme. Mais bon, il l'a fait. Ce qui fait que, dès l'âge de 3 ans, parce que 2 enfants sur 3 vont fournir la population des futurs bons élèves, alors qu'un enfant sur 3 se prépare à fournir la future population des élèves en difficulté. Le point de départ, c'est pas le cerveau. Rarement ça arrive, une encéphalopathie, un accident, une tumeur, ça arrive, enfin c'est très rare. Là, pratiquement tout le temps, c'est un déficit affectif qui fait que dès le départ, dès le premier jour d'école, ces enfants partent avec un handicap scolaire. Or, l'école, quand j'étais enfant, dans les années d'après-guerre, l'école n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Dans les années d'après-guerre, on faisait le certificat d'études à 12 ans, et puis les garçons étaient envoyés au champ, à l'usine, ou aux formations professionnelles pour les plus chanceux d'entre eux, et les filles étaient envoyées parfois à l'usine, où elles souffraient beaucoup, parfois au champ, mais le champ c'était un peu différent, tout le monde travaillait au champ. Et puis, très souvent, elles fâchaient, elles s'enfuient. Et très souvent, les enfants, les filles étaient envoyées parfois à l'usine. J'ai pas connu l'époque des 10 heures par jour, 6 jours par semaine, mais il y a des anciens dans la salle qui m'ont peut-être connu. Hein. Mais quand j'étais médecin en centre médico-social, j'ai vu l'état dans lequel rentraient les ouvriers le soir, quand ils avaient soudé, ils voyaient la lumière du jour 2 mois par an. Puisqu'ils descendaient en véhicule, ils soudaient dans le bruit seul, sans parler. Donc les conditions de travail étaient physiquement très dures. Aujourd'hui, la difficulté dans les conditions de travail, elle est moins physique, mais elle est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus relationnelle, les conflits, la hiérarchie, les milieux clos. Donc la culture change, mais nos enfants, eux, à 10 mois, ne changent pas, ils ont toujours le même style de socialisation par l'affectivité. Alors, cette niche sensorielle, là maintenant avec la neuroimagerie, je ne vais pas regarder l'heure. Avec la neuroimagerie, on se rend compte maintenant qu'un enfant qui a été placé en isolement sensoriel a déjà, alors qu'il est sain, alors qu'il n'a aucune raison d'être malade, la simple privation affective, ad ferro, fait qu'on voit sans aucune difficulté une atrophie de ces 2 lobes préfrontaux, une atrophie du système limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions,
et qu'une des fonctions de lobes préfrontaux, c'est d'anticiper et de freiner un amas de neurones qui est là, qu'on appelle l'amygdale rhéencéphalique, et qu'on photographie sans difficulté. Ce qui veut dire que les enfants en carence affective, dès avant la parole, ont déjà acquis une vulnérabilité neuro-émotionnelle. Tout simplement parce qu'on n'a pas parlé, la parole pour moi, à ce stade du développement, a une fonction affective, bien plus qu'informative. Et je crois que ça continue d'ailleurs entre adultes aussi. Quand on parle, on s'affecte. Ce qu'on dit la plupart du temps, on n'écoute pas ce que dit l'autre. Donc, ce qui compte, c'est de parler avec l'autre, ce qu'il dit. Mais c'est une fonction affective tout à fait importante. Et on voit que ces enfants-là arrivent à l'école, ils ont déjà acquis un cerveau dysfonctionnel, tout simplement parce que autour d'eux, on a souffert. La mère était morte, le père était mort. Alors les deux grandes causes de retard, pour un enfant sur trois, c'est beaucoup. Les deux grandes causes de retard, c'est la violence conjugale et la précarité sociale. Violence conjugale, on comprend sans peine pourquoi, parce que les bébés, même s'ils ne sont pas frappés, ils sont effrayés, ils ont tellement peur que le cerveau est sidéré, et il devient gris, il ne fonctionne plus. Et la précarité sociale, parce que les parents ne sont pas disponibles, parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le soir, s'ils vont dormir là ou ailleurs, ils n'ont pas le plaisir de jouer avec l'enfant parce qu'ils ont trop de soucis quotidiens à résoudre, ils ne sont pas disponibles. Et la niche sensorielle qui entoure l'enfant est appauvrie. Et on sait maintenant, il y a des milliers de publications qui sortent là-dessus maintenant, quand la niche sensorielle alors la première niche sensorielle, c'est le ventre des femmes, c'est le ventre de sa mère. Là, et maintenant, on travaille beaucoup avec les Israéliens, qui montrent que quand il y a énormément de syndromes psychotraumatiques dans tous ces pays, soit les pays en guerre, soit les Palestiniens, soit les Israéliens qui sont bombardés tous les jours, donc il y a énormément de syndromes psychotraumatiques. Eh bien, les enfants arrivent avec un retard neurologique le jour de la naissance. Mais ce retard est résiliable parce que la plasticité cérébrale est tellement grande à ce stade du développement que quand les enfants sont altérés, si politiquement on organise des lieux de sécurité affective pour la mère et pour les enfants, ils reprennent très vite un bon développement, ce qu'on a fait il y a très longtemps déjà à l'hôpital San Salvador, où les enfants avaient été isolés, et on voyait qu'il y avait une altération, c'était pas aussi précis qu'aujourd'hui, mais il y avait une altération du sommeil, ce que toutes les mères ont constaté. Il y avait une altération du sommeil avec une avance du sommeil paradoxal, c'est-à-dire du sommeil rapide. Et cette avance du sommeil paradoxal empêche la sécrétion des hormones de croissance et des hormones sexuelles, qu'on donne sans difficulté. Dès que l'enfant est sécurisé par les bras de sa mère, si possible, d'une nounou, si la mère est en difficulté, du père, dès qu'il y a une familiarité qui est déclenchée, intentionnellement, dès qu'on organise une nouvelle niche de sommeil, le soir même, le sommeil se régularise et l'enfant recommence son processus de résilience des neurones, le soir même. Donc c'est plastique, mais les bébés sont plastiques. On le voit, ils apprennent une vitesse folle. Vous savez qu'un bébé apprend toute langue entre le 20e et le 30e mois, sans école, sans livre, sans professeur, au corps à corps. Toute langue avec l'accent, c'est-à-dire la mémoire du corps. L'accent, ils l'apprennent en 10 mois. Essayez de faire cette performance en vieillissant. Plus on vieillit, moins on peut apprendre. Et mais alors on perfectionne ce qu'on a déjà appris. Alors les jeunes disent vont rajouter, puisqu'on redit toujours la même chose.
Donc c'est fait. Mais on peut améliorer ce qu'on sait déjà, mais on peut plus apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle langue, une nouvelle théorie, on finit notre vie avec. On optimise ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris, mais si on veut apprendre quelque chose de nouveau, il vaut mieux commencer très tôt. D'où l'importance maintenant de l'école qui est devenue le nouvel organisateur de la société. Avant la Révolution française, l'organisateur de la société, c'était le sang bleu, où une minorité d'aristocrates rackettait le peuple. Je suis en train de citer Georges Duby, qui venait travailler avec nous à Château-Vallon de temps en temps. Les aristocrates rackettaient le peuple, et avec l'argent qu'ils avaient collecté, ils ont fait des merveilles. Ils ont fait des châteaux, ils ont sponsorisé des artistes, et puis le peuple mourait à 30 ans. L'espérance de vie à Toulon, au XIXe siècle, était de 30 ans. Donc c'était... Mais ils nous ont laissé, c'est nous qui profitons du racket que les aristocrates ont fait pendant 1000 ans. Et puis ensuite, il y a eu le bien, l'usine, les champs, la ferme, le bien, et maintenant il y a le diplôme. C'est-à-dire c'est le diplôme maintenant qui hiérarchise nos enfants. D'où le surinvestissement de l'école, d'où les comportements parfois anxieux des parents, parce qu'ils ont peur. On a tellement surinvesti les notes, c'est-à-dire que si un prof met une mauvaise note à l'élève, ça angoisse les parents. Et donc, parce que l'école est surinvestie à cause de notre organisation sociale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Supprimer l'école, supprimer les profs, supprimer les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il y a des mesures politiques à prendre. Alors dans ce que je dis, il y a une petite différence quand même, c'est que j'ai dit tout à l'heure que tout enfant apprend toute langue entre le 20e et le 30e mois. Mais il faut apporter un petit bémol, c'est que les bébés filles à 17 mois ont déjà une cinquantaine de mots, des règles de grammaire qu'elles ont apprises ou qu'elles ont comprises. Ma fille, et qui, quand elle avait cet âge-là, avait inventé une règle de grammaire logique. Ils sont là, ils ne sont plus là, donc ils sont là. Et c'était bien vu, c'était elle qui avait raison. C'est pourquoi on change les mots comme ça. Donc elle avait raison. D'ailleurs, donc les bébés filles à 17 mois font une performance intellectuelle, grammaticale, performance intellectuelle que ne feront les garçons qu'à 22 mois. Alors ça reste entre nous, hein. Ça ne sort pas de la salle. Alors, pourquoi est-ce que les filles ont cette maturation neuropsychologie plus rapide que les garçons? Si vous voulez qu'on se dispute tout à l'heure, vous poserez la question, et là, vous êtes sûr qu'il y aura des désaccords. Alors, il y a des gens qui disent c'est la culture, mais non, enfin, on entend tous les stéréotypes actuellement débattus, mais la conclusion, c'est qu'il n'y a que des hypothèses. La réponse, moi, je ne la connais pas. Je peux vous réciter plein d'hypothèses, mais est-ce que c'est la vérité? Ça, on n'en sait rien. Alors, donc, l'idée qu'on démontre maintenant, c'est que j'essaye de démontrer, c'est que ces attachements s'apprennent très tôt, dès les premiers jours de la vie, même avant la naissance, se construisent jour après jour, si la mère est sécurisée par son mari, par la société, par sa famille, par son histoire. À ce moment-là, le bébé a de quoi se débrouiller, mais voilà, ça fait quand même déjà, avant la naissance, ça fait déjà quand même beaucoup de contraintes pour que l'enfant se développe bien. Et puis, lorsque on arrive à l'école, on voit que là, il y a une nouvelle ségrégation, c'est le quartier, et qu'on est en train, on commence seulement maintenant, à étudier le rôle des enfants entre eux, parce qu'on avait beaucoup sous-estimé. Et on voit que dans les familles, il y a des familles où tous les enfants sont sportifs, d'autres familles où tous les enfants sont intellectuels, d'autres familles où tous les enfants sont délinquants. Donc ça veut dire que c'est la société, il n'y a pas qu'une seule pression, c'est une convergence de pression.
qui fait que les enfants s'orientent dans une direction ou dans une autre selon les pressions du contexte, et que ça peut les socialiser facilement ou ça peut les socialiser difficilement. Alors ces théories-là, je termine à 5 minutes. Ces théories de Dachra ont été appliquées dans les pays d'Europe du Nord, où j'ai souvent été invité, il y a sûrement des gens qui ont travaillé. Par exemple, j'ai été frappé en Finlande, où j'avais remis un rapport à Jeannette Bourra, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle était secrétaire d'État en France, et c'est une femme remarquable. Et maintenant, elle travaille en Finlande. Donc, elle m'avait invité, et on avait visité, on avait vu les rapports des Finlandais à l'école, et on avait vu, j'avais visité beaucoup d'écoles. Ce qui m'avait frappé, pas un cri, tous les enfants sourient, jouent, parlent poliment, se parlent entre eux poliment. J'avais une ambiance très très agréable. Or, les Finlandais ont pour politique éducative de freiner le développement des enfants. C'est-à-dire qu'ils disent plus on ralentit le développement des enfants, plus au moment où on leur demande de faire une performance intellectuelle, eh bien, ils sont mûrs, ils sont sécures, et ils font la performance en jouant, parce qu'ils sont auparavant sécurisés. J'ai travaillé l'an dernier au Japon et en Chine. Alors là, il y a une autre politique éducative qui est exactement le contraire. Là, il faut cravacher, faire sprinter les enfants. Quelques-uns surmontent ces épreuves que je trouvais terrifiantes. De 7h du matin à 11h du soir, les enfants sont surstimulés. Alors, quelques-uns arrivent et ils font des performances intellectuelles stupéfiantes. J'ai sympathisé avec une japonaise qui, après son bac, a appris le français à une vitesse stupéfiante, parce que c'est pour passer d'une langue idéographique au français, c'est une performance intellectuelle. Et non, elle a passé le concours de l'École nationale de l'administration et elle a été reçue dans une première. C'est-à-dire qu'elle a fait ça en quelques mois. Donc, et elle me disait, quelques enfants surmontent, la majorité craque. Ils font la même chose en sport. Quand les Chinois ont obtenu plein de médailles en natation, ils ont jeté dans l'eau 8 enfants, bon j'invente le chiffre, ils ont jeté dans l'eau 8 enfants, ils ont vu qu'une centaine se débrouillaient bien, ils en ont entraîné, et ils ont raflé plein de médailles, et les autres ont été déscolarisés. Déscolarisés, c'est-à-dire qu'en plus il y a l'échec. Or, est-ce que la réussite scolaire vaut ce prix humain? Au Japon, énormément de suicides d'enfants, d'adolescents, énormément de psychopathie, énormément d'angoisse, alors que les pays d'Europe du Nord, avec une politique de ralentissement, de sécurisation avant, les pays d'Europe du Nord ont diminué les suicides d'adolescents de 40% en 10 ans, ont diminué la psychopathie énormément, ils ont 1% d'illettrés. Alors que je crois que nous, en France, les chiffres varient entre 12 et 15%. Donc, or, un illettré, c'est quelqu'un qui est malheureux et qui coûte cher à la société parce qu'il va être pris en charge jusqu'à la fin de sa vie, il sera malheureux, pris en charge. Donc, c'est pas. Donc, alors, il y a les Norvégiens ont fait ce qu'ils appellent cyniquement le retour sur investissement. Alors, introduire l'affectivité dans les petites années, c'est une phrase un peu cynique, hein, mais voilà, je dis, introduire l'affectivité dans les petites années, c'est une bonne affaire économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suicide, il y a moins de délinquance, et les résultats scolaires sont équivalents. C'est-à-dire que les Suédois, les Finlandais surtout, sont médailles d'or aux évaluations de PISA, l'UNESCO. Ils alternent avec les Japonais et les Chinois, sauf qu'en Finlande, ces bons résultats s'inscrivent dans un épanouissement des personnes, alors qu'en Asie, ces bons résultats se font au sacrifice de la majorité des enfants.
Alors voilà les 2-3 idées que j'en ai noté d'autres. Mais je vais terminer juste en disant que on part d'abord de la biologie, mais dès le début, la biologie est sculptée par les interactions, c'est-à-dire par le milieu. C'est-à-dire que nous, on a complètement renoncé à la distinction innée-acquis. En biologie, en zoologie, cette distinction a complètement on a renoncé, même chez les animaux, on a renoncé à cette distinction qui je crois est une distinction idéologique, parce que donc ça a bloqué, d'abord parce que les variables qui ont lieu et qui en fait les variables avec le autres, il y a trop d'éléments dans les autres. Je crois vraiment que c'est la distinction idéologique. Parce que l'amour, c'est contagieux. Hein. Donc, comme il a dit, du coup, j'avais réussi à comprendre 2-3 trucs. C'est l'écart qui nous a fait le coup. Et je bien compris qu'il y avait le corps d'un espionage. Je les ai bien compris. Donc, il a perdu. Et donc, ça veut dire que Descartes est rentré dans notre culture cartésienne. Et c'est dans cette représentation qu'on choisit les mots pour désigner des choses, et ça devient des stéréotypes, ça devient même des trucs de pensée innés acquis. Et on se rend compte maintenant que pour nous, en science, ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire que les deux sont nécessaires à 100%. L'inné, quand le spermatozoïde de Laios, de Monsieur Laios est rentré dans l'ovule de Madame Jocaste, ça pouvait faire qu'un petit humain. Ça ne pouvait pas faire un hippopotame ou une hirondelle de mer. Ça pouvait faire qu'un petit humain. Mais une fois que j'ai dit ça, tout le reste, et maintenant les travaux sur l'épigenèse, montrent que tout le reste est circuité, pétri, sculpté par le milieu. Sauf que, sur le milieu, quand on en prend conscience, philosophiquement, scientifiquement, politiquement, quand on en prend conscience, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc là, on a un degré de liberté, donc, puisqu'on a un choix, donc un degré de responsabilité. Donc voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez des idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci d'avoir écouté. Élodie, peut-être que je vais vous laisser la place, un petit quart d'heure pour relayer les questions. Hein. Je pense que c'est vous qui avez été le maître d'œuvre. Donc on se donne un petit quart d'heure d'échange entre Boris Cyrulnik et vous-même, enfin, et entre les enseignants en fait, parce que vous n'êtes que le porte-parole de ce qui s'est construit tout à l'heure dans les tables rondes, qui ont été très très sérieux, j'en ai été le témoin. Et puis ensuite on aura un petit quart d'heure d'échange avec la salle et on terminera avec les signatures des ouvrages grâce à la librairie Charlemagne que je remercie d'être une fois de plus notre partenaire en cette occasion. Voilà, Élodie, je vous laisse la place. J'ai pas tout le temps l'habitude de parler avec un micro, donc si vous m'entendez mal, dites-moi-le. Déjà, je voudrais remercier quand même toutes les personnes qui ont participé aux tables rondes, qui ont mené quand même des belles réflexions, malgré un temps très 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 court et restreint, qui a changé à plusieurs reprises, mais voilà, j'espère être au plus près de ce qu'elles ont pu me transmettre, l'idée qui est ressortie de manière globale, c'est la première chose, et je pense que vous l'avez un petit peu parlé, cette notion d'affectivité, la difficulté de définir ce concept-là. Je pense que ça repose aussi, c'était des professionnels qui étaient à ces tables, sur cette notion de technicité dont vous avez parlé au tout début de la conférence. Parce que c'est vrai qu'on a besoin pour travailler de se reposer sur un socle. Je pense que c'est culturel, hein, peut-être en France,
Mais ce besoin, en tout cas, de comprendre ce qu'est l'affectivité, ce qu'elle recouvre à un moment donné, et surtout comment après la mettre en œuvre dans un lien de sécurité affective et psychologique en direction de l'enfant pour favoriser ses apprentissages. C'est un petit peu ça qui est ressorti. Alors, oui, l'affectivité, c'est une forme de biologie, mais c'est une forme de biologie d'être ensemble. Si je vous insulte, votre cœur va s'accélérer, votre bouche va devenir amère, vous allez pâlir, vous allez trembler, vous allez avoir envie de me tuer. Donc, alors que si je vous fais un compliment, vous allez rosir, vous allez dire que j'exagère, mais vous allez être ravi. C'est-à-dire que, dans les deux cas, avec une représentation verbale, j'ai modifié votre biologie. Et même, on voit, par exemple, vous avez une mauvaise nouvelle. Par exemple, j'étais il n'y a pas longtemps à Die, dans la Drôme, qui est dans le Vercors. Il y a eu un fief de résistants qui l'ont payé terriblement cher. Tous les enfants du Vercors sont fiers d'avoir eu des pères résistants. Tous, il y a des monuments partout, ils sont fiers. Et j'ai rencontré un homme qui était fier d'avoir eu un père résistant. Et puis un jour, il va à l'hôtel de ville, il fouille, il a le droit de fouiller dans les archives, et il tombe sur un compte-rendu de la Libération, où effectivement, la plupart des hommes de ces villages avaient été résistants, les enfants avaient raison d'en être fiers, et lui, il tombe sur le compte-rendu de son père, où son père avait effectivement été fusillé à la Libération parce qu'il avait dénoncé tous ses copains de classe qui étaient résistants, qui étaient devenus résistants. Un énoncé verbal écrit sur une feuille de papier a sidéré sa vie. Lui qui était convaincu d'avoir un père héros découvre qu'il avait un père salaud. Et sa vie a été complètement changée émotionnellement. Il a été KO debout. Relationnellement, toutes ces représentations, ses racines, de sa famille, tous les regards que les autres portent sur lui, tout a été modifié. Sa vie a été pourrie par une représentation verbale écrite sur une feuille de papier. Donc c'est pour ça que quand on distingue inné acquis, pour moi, alors moi j'ai un chien lacanien. C'est-à-dire que quand je prends mon chien, je lui lis des phrases de Lacan, et il couche les oreilles, il remue la queue, il adore Lacan, c'est le seul qui arrive à comprendre Lacan. Donc c'est mon chien, si je lui dis, si je lui parle, il est content, parce que comme un bébé, ce qui compte c'est qu'on lui parle. Et si je lui dis tu es un bâtard, il s'en fout éperdument. Ce qui compte, c'est que je lui ai parlé. C'est la fonction affective de la parole qui l'a affecté. Il est content. Que je lui dise qu'il est bâtard, que c'est un chien de pure race, que je l'ai payé un prix fou, il s'en fout éperdument. Ce qui compte, c'est que je lui parle, comme un bébé. Et quand on avait fait aux Ambiers la première rencontre internationale sur la recherche, sur ce qu'on avait malheureusement appelé la communication intra-utérine, et que maintenant on appelle les interactions précoces. Notre choix de notre titre était malheureux. Maintenant on appelle ça les interactions précoces. Et donc on montre avec des capteurs techniques, puisqu'on avait profité des laboratoires de la marine qui ont des machines pour... Il y a sûrement des marins dans la salle ici, c'est un pays où il y a beaucoup de marins. Les marins, au brusque, peuvent reconnaître la signature d'un bateau en Algérie, au Maroc. C'est-à-dire que les ondes sont transmises et ça fait une image. C'est une performance technique stupéfiante. Je leur avais demandé de faire la même chose pour les bébés. Parce qu'on nous disait, les prématurés ne sentent rien. De même qu'on nous disait, les enfants ne sentent rien, donc on nous apprenait, on nous demandait de faire des points de suture sans anesthésie. Nous réduire les fractures de jambes sans anesthésie, parce qu'on nous disait, ça modifie les symptômes des enfants. Ce qui est vrai. Ils ne souffraient plus. Dès qu'on leur donnait quelque chose, ils cessaient de souffrir. Donc effectivement, ça modifiait les symptômes. Ce qu'on montre maintenant en neuroimagerie, c'est que c'était pour les enfants une agression énorme, dont ils gardent la trace
cérébrale, la trace pendant qui va directement à l'amygdale rhinocéphalique dont je parlais tout à l'heure et qui les rend aptes à toute douleur. Ils apprennent à souffrir. Donc maintenant, on ne le fait plus. Et on a rendu observable, avec Jacques Collin, que peut-être des gens dans la salle connaissent, on a rendu observable qu'au contraire, les prématurés étaient hypersensibles à la pression, à la caresse, à la douleur, à la voix, les basses fréquences de la voix. Et c'était la thèse de Françoise Dolto dans les années 30, mais elle n'avait pas les capteurs techniques qui lui permettaient de confirmer son hypothèse. Elle le disait parce qu'elle avait un instrument de mesure très fiable qu'on appelle le PIF, mais c'est pas, scientifiquement, c'est pas... alors, elle navigue avec Lujas, son mari avait une école de kinésithérapie, et il y avait une vingtaine de personnes dans la salle, et il y a un bébé qui se met à pleurer, et Françoise Dolto dit à la jeune maman, madame, alors nous, on rend observable que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la voix de la mère communiquait, que quand la mère parle, les basses fréquences caressent la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Donc il reconnaît très vite, il se familiarise à la voix de la mère. Alors, un bébé se met à pleurer, et Françoise Dolto me dit, madame, on va voir si monsieur Cyrulnik a raison, dites quelque chose à votre bébé. Alors, la jeune maman s'approche du bébé et lui dit « Papa a été augmenté !» Et bien le bébé a souri. Et ce qui a fait sourire le bébé, c'est le visage, la basse fréquence, la voix, c'était tout cet objet sensoriel, affectif, sécurisant. C'est pas l'augmentation de la feuille de peine. Donc ça veut dire qu'on a raison de parler au bébé, d'abord ça les sécurise. Maman est là, maman est là. On a tous fait ça, tous. Et bien ça marche. C'est-à-dire que, parce qu'il reconnaît la musique des mots, il reconnaît les basses fréquences, hop, ça va. Je suis dans un monde sensoriel, familier, je peux m'endormir. Donc on est très tôt, ça, c'est ce tissage de lien. Je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. La question était sur la difficulté de saisir les frontières du concept de l'affectivité. Alors, les frontières, je pense qu'elles changent avec le développement de la personne. Si c'est un bébé dans l'utérus, les frontières sont en lui. Il perçoit déjà les choses autour de lui, les basses fréquences, le goût du liquide amniotique, parce qu'il déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour. Ce qui veut dire que si sa mère fume, le liquide amniotique sent la cigarette. Ce qui veut dire que si on fume autour de la mère, le liquide amniotique sent la cigarette. Ça veut dire que le bébé fume. Ça veut dire que les synapses du bébé sont déjà altérées quand on fume autour de la mère. Donc le milieu sculpte le cerveau très très tôt. Alors quand le bébé parle, quand l'enfant parle, c'est-à-dire là il change de monde, il arrive dans le monde profondément humain. Ce qui ne veut pas dire que les animaux n'ont pas de langage, mais ils ont un code, ils ont des cris, ils ont des signaux, ils ont des postures, ça communique beaucoup, hein, déjà. Quand on a travaillé avec les goélands de Porquerolles, j'ai été goéland honoraire dans un club de goélands à Porquerolles, et j'ai appris à parler le goéland couramment, mais j'avais un accent humain très fort, et pourtant les goélands répondaient très bien. Alors ce qu'on faisait avec mes enfants, on enregistrait les cris et des goélands, et ensuite on passait les cris. Là ça marchait mieux, c'est-à-dire que c'était les cris d'appel, les cris d'alerte et les goélands. On savait, on pouvait prédire le comportement. On disait, si j'appuie sur la cassette qui a enregistré cri d'alerte, vous voyez les goélands là-bas, ils sont une trentaine ou quarantaine en train de dormir, ils vont tous partir, sans dire un mot. J'appuie, la cassette crie, le cri d'alerte, hop, les goélands. Maintenant, je vais appuyer sur une autre cassette, qui vient, c'est le cri de quémandage alimentaire. Vous voyez, les goélands, ils tournent, ils vont venir. Donc c'est un code. Ils disent pas n'importe quoi. Alors, donc, quand on parle, eh bien, à ce moment-là, c'est le décompte que nos mots font dans le monde qui marque les limites. Et puis, quand on arrive à faire des récits, donc il faut être beaucoup plus vieux, on parle à 30 mois, on commence à 20 mois, et on arrive à 30 mois, on maîtrise sa langue maternelle.
Quand on arrive à l'âge des récits, c'est pas pareil. Les récits, là, il faut avoir une représentation du temps. Et cette représentation du temps, on ne l'a que vers 6 ans, c'est-à-dire c'est vieux. Et là, on peut faire un récit. Et nos enfants répondent, les limites sont faites par des récits. Tu es d'une famille de marins, tu seras marin. Tu es d'une famille de Provençaux. La Provence est une belle culture, il y a beaucoup de paysans, tu seras paysan. Alors, c'est des choses qu'on entendait il y a 2 générations. Maintenant, les jeunes, ils veulent plus entendre ce genre de consignes. Mais des coupes sont faites d'abord par les sensorialités préverbales, puis par les mots, puis par les récits. Et si je dis ça, c'est parce que l'exemple que je citais tout à l'heure, c'est la lecture d'une lettre, c'est la lecture d'une sentence sur un papier qui a bousillé. Et nous, êtres humains, on peut être bousillé par un récit. Tu appartiens à une race inférieure. Je peux vous faire mal avec ces mots. Je peux. Donc c'est-à-dire, rien qu'en articulant ces mots, je vous blesse profondément. Et de manière durable. Donc les limites dépendent du stade de la construction de notre appareil psychique et de notre environnement, maman, famille, quartier, culture. Je réponds. Pour aller justement sur les questions aussi, ça a été les questions de plusieurs tables rondes et manifestées de différentes manières avec différentes réflexions. Mais justement, vous dites l'impact des mots, l'impact de l'accompagnement sur la sécurisation d'un enfant, sur sa sécurité, sur la place de l'affectivité dans les apprentissages. Il a été question d'une réalité que l'on ne peut pas nier aujourd'hui, qui est celle des groupes. Alors même si le groupe peut favoriser la socialisation des enfants ou limiter l'impact peut-être du milieu familial sur son bon développement, la chose qui est ressortie, c'est de se dire, même si on a conscience de l'affectivité, de l'importance que ça a, ce lien affectif dans les apprentissages d'un enfant, comment aujourd'hui, face à un contexte social, économique, scolaire, où les groupes sont de plus en plus nombreux, les problématiques sont de plus en plus nombreuses aussi quant aux contextes familiaux, les enfants vivent des situations qui sont difficiles pour eux, pour les familles. Vous parliez du stress maternel tout à l'heure dans votre conférence. Aujourd'hui, je ne sais pas si, je ne sais pas combien on est, mais les 200 personnes qui sont là, on a tous la capacité de dire on est serein quant à l'avenir, quant au demain. Comment sécuriser des enfants quand on a des groupes aussi à accompagner dans des classes, dans des structures petite enfance, dans des centres de loisirs. Enfin, il y avait tous ces personnels-là représentés. Et la question de l'adaptation, c'est-à-dire la relation individuelle est importante, la relation à un groupe aussi. Comment créer un climat, j'essaye de globaliser un peu les questions, mais comment créer un climat favorable dans une classe, dans une crèche, dans une section, dans un centre de loisirs, favorisant les apprentissages et prenant en compte l'individualité de chacun et les besoins affectifs de chacun. Alors, en effet, c'est la question qui se pose, parce que il y a 2 générations, un enfant était tutorisé, tous ses développements étaient tutorisés dans son foyer, dans son quartier, dans son village. C'est-à-dire qu'on apprenait, on avait un couple parental, on avait une langue maternelle, on avait un village, et tout se structurait autour de ça. Or maintenant, un enfant qui arrive au monde, il a 2 ou 3 couples parentaux, il va dans une classe où il y a plusieurs langues, mais ce n'est pas forcément un obstacle, hein, parce que il y a des tas de pays, en Suisse par exemple, vous avez travaillé en Suisse, il y a plusieurs langues dans chaque classe. En Israël, il y a 70 langues en Israël, 70. Ils sont donc tenus d'apprendre tous l'hébreu, qu'ils font très rapidement, et chez eux, ils parlent la langue des origines, et à l'école, ils parlent, dans le quartier, ils parlent la langue du pays d'accueil, ce qui est vrai en Suisse aussi, ce qui devrait être, ce qui est souvent vrai en France, mais ce n'est pas une décision encore politique de respecter les origines, en disant aux enfants l'intégration, vous avez raison d'être fiers de vos origines, mais vous êtes dans un pays d'accueil et vous devez apprendre sa langue. Donc il y a des pays qui l'ont fait.
mais ça c'est faisable. Alors, populationnellement et individuellement. Et c'est pas du tout la même chose. Les déterminants d'un groupe ne sont pas les mêmes que les déterminants des individus qui composent ce groupe. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Elle a fait sociologie, donc c'est une phrase classique en sociologie, mais pour les gens qui n'ont pas fait sociologie, ça veut dire que ce qui vaut pour un groupe ne vaut pas forcément pour les individus de ce groupe. Alors, voilà, pour toi et Desmet, avec qui je travaille en Belgique, on fait une enquête populationnelle. Et voilà ce qu'ils recrutent sur une population d'enfants belges dans la ville de Mons, près de Bruxelles. 0,7% des enfants sont maltraités, gravement. C'est beaucoup. 0,7%, c'est énorme. 2,5% des enfants sont battus. Battus, ça ne veut pas dire maltraités. Ils sont battus, ça leur fait pas plaisir, ça leur fait mal, et ils restent attachés à leurs parents, même si cette méthode éducative est actuellement fortement critiquée, alors que quand j'étais gamin, c'était la règle. Il fallait dresser les garçons, sinon ils allaient devenir des bêtes sauvages, et il fallait entraver les filles, sinon elles allaient se prostituer. C'est avec ces doux préceptes éducatifs qu'on a... Quand j'étais enfant, on allait dans les marchands de couleurs, on n'avait pas de cousu, vous venez de naître. Il y avait des marchands de couleurs avec des martinets qui pendaient au plafond. Donc, il y avait plein de martinets. Alors, il y avait des martinets bon marché, avec un manche de bois et des lanières de cuir courtes, qui faisaient pas moins mal. Et puis surtout, la mère ou le père ratait souvent le coup, alors qu'il y avait des martinets plus chers, avec un grand manche et des longues lanières. Alors là, la mère ratait moins souvent son coup, et puis là, ça cinglait. Donc, on était élevés comme ça. Donc, battu, on peut s'attacher aux parents qui battent, alors que la maltraitance, c'est une destruction de l'enfant, de la famille, du couple. 30% des enfants sont des enfants isolés. C'est énorme. Or, on sait que l'isolement, actuellement, c'est ce qui abîme le plus le cerveau d'un enfant. La privation d'altérité, on ne peut pas vivre, on ne peut pas fonctionner seul. Seul, même si on est totalement sain, tout s'arrête. Pour que je devienne moi-même, il faut qu'il y ait un autre ou une autre. D'abord, statistiquement, c'est d'abord une autre, et ensuite c'est un autre. Pour que je devienne moi-même, il faut qu'il y ait une altérité. Un homme, une femme, une nounou, des copains. C'est le paradoxe de la condition humaine, c'est que je ne peux devenir moi-même que s'il y a des autres autour de moi. Mon individualité est sculptée par des pressions relationnelles du couple parental, de la famille, du quartier et de la culture. Même biologiquement. 30% d'enfants isolés, c'est un phénomène social. C'est-à-dire que c'est un phénomène social impensable dans les cultures asiatiques. Un bébé dans les cultures asiatiques n'est jamais laissé seul, et probablement ça explique les étonnants résultats scolaires, l'intelligence étonnante de beaucoup d'Asiatiques, parce qu'ils ont confiance en eux jusqu'au moment où on les maltraite à l'école. Mais ces bébés asiatiques se développent étonnamment vifs, ils sont mignons, ils sont vifs, et si on ne les maltraitait pas à l'école, d'ailleurs quand les Asiatiques qui naissent aux États-Unis aujourd'hui, où ils sont pas maltraités parce que leurs parents s'imprègnent, ils s'adaptent à la culture américaine, où un enfant aussi est tout le temps entouré, il y a une génération, j'ai des amis à la Seine où j'habite, qui étaient enseignants, qui étaient professeurs à Harvard. Et ils me disent qu'il y a une génération, les 3 quarts des professeurs d'Harvard étaient des juifs d'Europe centrale. Et ils me disent maintenant, ce sont des Asiatiques. Et tous les professeurs d'Harvard, dans une génération, seront d'origine asiatique. Donc ça veut dire que la culture nous sculpte étonnamment tôt. 40% des enfants disent « mes parents ne m'écoutent pas assez ». Donc là, il y a une réforme culturelle à faire. Et si on dit « ma fille, parle-moi », on n'aura pas un mot. « Mon fils, dis-moi des mots ».
Tu vas pas, papa, ta mère, ça va pas, non. Donc il a besoin. Mais si on dit, ma fille, va voir ce film, on va en parler. Mon fils, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé qu'on a lu dans le journal? On va en parler, dis-moi ce que tu penses. La tiercéisation dont je parlais élégamment tout à l'heure avec ce vilain mot, la tiercéisation fait que mon fils, ma fille, pourront parler du film ou de ce qu'ils ont vu à la télé, et je pourrai les écouter. D'où la nécessité, nous, dans la condition humaine, d'avoir des artistes, d'avoir des créateurs, des romanciers, des cinéastes, qui sont nos porte-parole. Le comédien est le porte-parole de ce que je n'ai pas la force de te dire. J'ai pas ma fille, si je te dis ce qui m'est arrivé, tu vas être angoissé ou tu vas être terriblement gêné. Ton grand-père que tu aimes tant, si je te dis qu'il m'a violé pendant mes années, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être complètement déboussolé. Mais je ne vais pas te dire ça, je vais te dire, va voir Festen, un film suédois, va voir Le Soufflant que... lis ce roman et dis-moi ce que tu en penses. Et bien la tiercéisation, le comédien porte-parole, le romancier porte-parole, fait qu'on va contrôler l'émotion et on va pouvoir parler, je vais pouvoir écouter ce que tu as à me dire. Parce qu'on a ce paradoxe, c'est que c'est avec les gens les plus importants de notre vie qu'on parle le plus mal. Parce que la charge affective des mots est tellement lourde qu'on a peur de les blesser pour un mot de travers. Si ma boulangère, je vais acheter mon pain, ma boulangère me dit, Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas. Je vais dire, tiens, elle est bizarre, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Donc, si ma femme ou mes enfants me disent les mêmes mots, là, je ne vais pas rigoler. Là. C'est-à-dire que la proximité affective, la charge affective des mots est très grande, très lourde dans la famille. C'est pour ça que c'est là où on s'exprime le moins bien. Mais par bonheur, il y a le détour du tiers, le romancier, le cinéaste. 20% des enfants disent « les adultes n'ont pas assez d'autorité ». C'est beaucoup, 20%. Ça me rassurerait que mes parents aient plus d'autorité. Autorité, c'est pas méchanceté, hein, c'est je t'interdis, mais je t'explique. Je te dis ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Donc maintenant, tu auras un mode d'emploi de la relation sociale, ou quand tu seras adolescent, tu auras un mode d'emploi quand tu voudras courtiser une fille, eh ben, tu ne pourras pas le faire n'importe comment. Il y a des codes comportementaux, de politesse, de séduction, que tu peux apprendre dans les livres, dans les chansons, dans les romans. Tu ne peux pas tout te permettre. Et ça sécurise beaucoup les enfants. Et puis 14% des enfants sont en dépression. C'est énorme. C'est énorme. Dans la population générale, des adultes, c'est 17 à 20% selon les pays, selon les conditions, pas tellement économiques, selon les conditions culturelles. Je connais, il y a beaucoup de pays pauvres qui sont très gais. Je travaille souvent en Amérique du Sud, dans des pays ou dans des villages très pauvres où il y a la fête constamment. Il y a la fête tout le temps. Les gens se parlent, s'entraident, ils sont très pauvres, ils dorment presque par terre, ils mangent quand ils y pensent. Il y a tout le temps des fêtes, fêtes religieuses, fêtes laïques, il y a tout le temps. Et dans les favelas, j'ai travaillé dans les favelas, et dans les favelas, quand on introduit la culture, on scolarise les enfants. Quand on envoie la police, comme le faisait le gouvernement précédent, quand on envoie la police, ou l'armée même, dans les favelas, quelle est la fierté des garçons? Affronter la police et l'armée. Tu as vu un petit peu ce qu'ils ont balancé? Ils sont fiers, ils se désocialisent. Alors que quand on leur envoie, j'ai accompagné dans les favelas de Fortaleza au nord du Brésil, il y avait une délinquance énorme des garçons, plus que des filles, et beaucoup plus. Et les garçons vendaient de la drogue et se volaient, se battaient entre eux. Et arrivent deux cultureux, un footballeur et un guitariste. Vous connaissez un petit garçon capable de résister à un footballeur? Moi, j'en connais pas. Vous connaissez une fille capable de résister à un guitariste? Moi, peut-être. Donc, ça veut dire que tout de suite, l'affection se tissait entre, on va dire éducateurs, c'était des moniteurs, c'était pas des éducateurs, on va dire éducateurs.
tout de suite, les enfants, venez, je te donne rendez-vous demain. J'ai même vu un philosophe, un prof de philo, qui venait faire parler philosophie à Cali en Colombie et donner rendez-vous aux enfants sur à côté de tas d'ordures. On se revoit, il y a un petit mur, on se revoit demain et on parle de ce problème. Qu'est-ce que tu penses de ce problème? Énormément d'enfants des rues sans école venaient réfléchir avec ce prof, parce qu'il y avait la verbalité, leur permettait de faire un lien et d'échapper un peu à l'immédiateté de la stimulation, de la bagarre, du vol. Oui, moi je pourrais revenir un petit peu à la pratique des enseignants, puisque c'est un peu la profession d'inspecteur qui m'y pousse, puisque je passe dans les classes. Et il me semble, j'ai un ressenti peut-être qui est faux, hein, mais que de plus en plus, avec les réformes de ces quelques dernières années, on voit revenir la disposition classique des classes en frontale, c'est-à-dire le maître, la maîtresse qui parle beaucoup, qui fait la classe, les enfants qui écoutent, qui obéissent, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on voit de moins en moins, me semble-t-il, c'est juste un ressenti, hein, les travaux de groupe, c'est-à-dire les tables qui sont en îlot et les enfants qui travaillent en équipe. Et il me semble que sur cette notion d'équipe, vous avez beaucoup de choses à dire, M. Cyrulnik. En tout cas, nous répondre, et aussi aux enseignants, il me semble que le travail d'équipe des enfants devrait être favorisé. Vous connaissez mieux la question, moi, visiblement. Mais ce que je peux dire, c'est que l'école, notre école, change tellement que ça déboussole les enseignants. Les enseignants déboussolent les enfants. Les enfants déboussolés déboussolent les familles. Et l'école, qui est de plus en plus importante dans notre société, nous déboussole tous. Alors il faudrait peut-être faire ce que font beaucoup les pays d'Europe du Nord, par exemple. Il y a des cours de 20 minutes. C'est 20 minutes. Parce qu'on a fait des électroencéphalogrammes, et on sait que personne ne peut suivre un cours de 1 heure, que le découpe de 1 heure, quand l'école a été faite par Jules Ferry, c'était l'analogie, les ouvriers étaient payés à l'heure. Donc on a inventé des cours de 1 heure. Or, les processus d'attention ne peuvent pas tenir 1 heure. Il faut qu'il y ait des ruptures. On a fait des électroencéphalogrammes à Toulon et à Montpellier avec Montagnier, et on montre qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, un tiers des étudiants, des enfants des écoles, sont en stade 3 du sommeil. C'est-à-dire que le prof est content, puisque le gamin dehors, il est là, il a les yeux ouverts, les paupières un peu inclinées. Oh, qu'est-ce qu'il est ça? Il serait dans son lit, il apprendrait plus. Donc, d'ailleurs, on peut faire une école, peut-être qu'ils peuvent venir en pyjama. Donc, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, rupture. Sport, musique, cours de cuisine. Recettes de... J'ai vu, il y a des classes de cuisine dans les lycées où les garçons et les filles, mettent les tabliers, s'entraînent, ils ont des belles cuisines avec des casseroles, tout ce qu'il faut, et ils s'essayent aux recettes, et ensuite, ils s'invitent. Et j'ai vu des gosses de 14 ans, des garçons et des filles qui faisaient des recettes. Je peux vous assurer que ça vaut la peine d'aller à l'école. Et puis, donc, rupture. Or, ces rythmes scolaires, on sait parfaitement ce qu'il faut faire. Socialement, c'est à peu près impossible à faire. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire pour les processus d'attention, on sait ce qu'il faut faire. Si on respecte les rythmes biologiques scolaires, on fout en l'air la famille, l'école et le tourisme. Donc, c'est difficile. Alors, ce que font les pays d'Europe du Nord, c'est cours de 20 minutes, rupture, sport, discussion, cours de 20 minutes, sport, discussion, promenade, rien. Par exemple, l'après-midi, des petits cours, ralentissement de 2 heures à 4 heures, ou 5 heures, je ne me rappelle pas. Ralentissement, presque pas de cours. Les cours reprennent. Donc là, il y a des réformes à faire, mais qui sont à peine difficiles. On peut faire passer les cours brefs et les activités de musculation, puisque quand j'étais gamin, on nous expliquait
que les sportifs avaient des gros muscles, mais un petit cerveau et un petit zizi. Vous disiez ça. Alors, on sait maintenant qu'on fait les neuroimageries, qu'au contraire, le sport augmente le cerveau. Pour le zizi, je ne sais pas. On n'a pas fait de mesure. Mais pour le cerveau, le fait de faire du sport stimule les zones cérébrales et les augmente. La musique, il y a Pierre Lemarty à Toulon, qui est neurologue, musicien, musicologue, qui travaille aux États-Unis, à New York et à Montréal, avec les neuromusicologues, et qui démontre comment les gosses qui font d'un instrument de musique hypertrophient leur lobe temporal gauche, qui est la zone du langage. Et on a demandé à Blanquer d'introduire, de développer la cuisine, de développer la musique, le sport, les contes mimés, tout ce qui peut faire bouger les enfants dans l'école. Et que donc, je ne sais pas si les enseignants vont l'accepter. Pour les petites classes, sûrement ils vont l'accepter, parce qu'il y a les ATSEM, on a demandé une formation pour les ATSEM, parce qu'elles sont importantes. C'est elles qui accueillent les enfants, c'est elles qui accueillent les familles aussi, et qui servent de trait d'union entre les familles et les enfants. Donc, il faut... les théories de l'attachement, on les apprend maintenant. Hein. On peut... C'est des théories. La psychanalyse, c'est difficile, il faut des années. La biologie, ça parle pas à tout le monde. Et paradoxalement, ça se transforme vite en croyance. Même avec le développement de la neuroimagerie, déjà, on voit des gens qui croient en la neuroimagerie, comme si c'était une parole divine. Donc, je pense qu'il y a des réformes pour les petites classes qui sont acceptées, et petit à petit, théoriquement, sur le papier, Blanquer et Macron ont accepté. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain? On aura la réponse dans les années qui viennent. Mais sinon, ce que vous avez dit, là, nous on l'a dit, et ils sont très au courant, quoi. Ce bouleversement incessant des consignes d'enseignement empêche d'enseigner. J'aimerais, globalement, je pense que vous avez répondu à toutes les questions, en tout cas qui ont été soulevées sur les tables rondes. Par contre, il y a une 9e table ronde qui me tient particulièrement à cœur, et le travail a été pertinent aussi. C'est celle où il y avait tous les enfants, représentants du Conseil de vie de la jeunesse et des jeunes, pardon. Et je les remercie également d'avoir travaillé. C'est pour ça que j'aimerais, en lien avec tout ce qui a été dit là, juste lire leurs mots, leurs conclusions à eux sur la définition de l'affectivité. Ils nous ont dit que c'était un sentiment qu'on peut ressentir comme la tristesse, la joie, la colère. Chaque personne n'est pas touchée de la même manière. L'affection, c'est un partage de sentiments comme la tendresse, l'amour, l'amitié, entre un être simple et attentionné. Être simple, et attentionné. Pour eux, il est plus facile pour nous, enfants, d'apprendre et comprendre les choses en nous les expliquant calmement. Je trouve que c'est très joli. Et leur conclusion, c'est qu'il est important pour nous de participer à des activités culturelles, sportives, etc., pour se sentir épanoui, se décontracter, s'exprimer et libérer sa parole. Je trouve que ça réunit un petit peu tout ce qu'on a mis en avant avec vous aujourd'hui et sur les tables rondes, et je trouve que leur donner la parole est important aussi, il faut qu'on les entende un petit peu. Je pense que c'est presque mot à mot ce qu'on a proposé à Blanquer. Donc, il y a une logique enfantine, parce que l'intelligence des enfants est bien supérieure à celle qu'on croit. On croit que c'est le racisme qui s'est développé en Europe dans les années 30 et qui a explosé pendant la Seconde Guerre mondiale, nous a tellement choqués qu'on est passé dans l'excès contraire et qu'on a pensé que les enfants étaient des cires vierges sur lesquelles on pouvait écrire n'importe quelle histoire. Donc le racisme est un crime stupide, mais les enfants ne sont pas des cires vierges. Ils ont déjà étonnamment tôt des moyens de comprendre. Dehaene, qui est aussi un proche de Blanquer et qui a fait une commission
on lui reproche d'avoir mis trop de neurologie. Les enseignants lui reprochent d'avoir mis trop de neurologie. J'ai compté, il y a 4 neurologues et 11 psychologues, sociologues, écrivains en plus. Donc il faut se méfier des prises de réaction, des réactions émotionnelles. Et Dehaene a eu une petite manipulation expérimentale qu'on peut tous refaire à la maison. Il y a le jeu, pour ceux qui se sont formés à la psychanalyse, c'est les gens de mon époque, on n'y échappait pas. Il y a le jeu de la bobine. Freud, le petit-fils de Freud, on voit qu'il est déjà intelligent parce qu'on jette une bobine, une toupie qui roule, et puis là, le bébé la regarde, et puis la bobine disparaît, le bébé est très étonné, et puis la bobine revient, la bobine revient parce qu'il y a un jeu de va-et-vient. Donc ça veut dire que quand la bobine revient, ça confirme son attente. Et Dehaene a repris ça en le perfectionnant un petit peu. Il y a un bébé de 3-4 mois, une série de vraiment bébés évidemment qui arrivent au monde. 3-4 mois, il y a un cache, et derrière le cache, il met 2 boules blanches. Et puis, il enlève le cache. Le bébé voit les 2 boules blanches, il enlève le cache, le bébé voit les 2 boules blanches. Et puis à un moment, il met le cache, et derrière, il ajoute 2 autres boules blanches ou d'une autre couleur. Et il enlève le cache, et le bébé voit 4 boules au lieu de 2. On voit, il est sidéré, il regarde, souvent il éclate de rire, parce que c'est une performance intellectuelle qui lui fait plaisir, le plaisir de comprendre, le plaisir de réfléchir, le plaisir d'apprendre, et le bébé est étonné, et quand il voit ces 4 boules, et ensuite, chaque fois qu'il y a des boules différentes, le bébé fixe le temps de comprendre, et puis regarde et sourit. Donc, et puis, ma fille a mis au monde les 2 jolis petits garçons du monde. Et ça, c'est scientifique, c'est pas discutable. C'est-à-dire que ça, c'est certain. Et dans mon jardin, j'ai des chaises avec des trous. Et le deuxième, à un moment, calculait, cherchait des graviers qui pouvaient passer dans les trous. Et alors, quand le gravier était trop gros, il réfléchissait, il jetait, il prenait, et il finissait par... C'est une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il était déjà en train de faire essai-erreur, et de voir comment, statistiquement, il ne parlait pas. C'est-à-dire que c'est exactement la méthode du screening des scientifiques. Donc, nous, on sous-estime terriblement l'intelligence de nos enfants, qui sont capables de comprendre beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors, au point de vue langue, alors là, ils nous écrasent. Alors là, c'est certain qu'au point de vue langue, la performance, apprendre une langue en 10 mois, entre le 20e et le 30e mois, plus personne ne peut le faire. Eux, ils le font. Et ils le font, quelle que soit la complexité de la langue. Mais ils ne peuvent faire cette performance intellectuelle que, ça s'appelle très justement, la langue maternelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent apprendre en 10 mois une langue que s'ils sont au contact d'une mère qui les sécurise et qui leur parle. Sinon, s'ils sont seuls, quand j'ai travaillé en Roumanie, personne ne parlait aux enfants. Comment voulez-vous qu'ils apprennent à parler? Donc ça veut dire que, là, pour la langue maternelle, on a la preuve que l'affectivité est à la source de l'apprentissage. Et je sais qu'il y a des profs de mathématiques dans la salle. Je crois que la peur des mathématiques d'un grand nombre d'enfants et d'adultes, c'est probablement l'absence de confiance en soi. On n'est pas sécurisé, on a été mis en échec par les mathématiques et on part battu. Et on sait qu'a priori, on ne va pas y arriver. Et les profs de maths sont redoutables parce que les enfants ont très peur des profs de maths, mais probablement parce que les enseignants, les profs de maths qui obtiennent de bons résultats avec les enfants sont ceux qui d'abord sécurisent et donnent confiance aux enfants et ensuite les enfants améliorent leur performance. Bien, je vous ai expliqué en début d'après-midi que
Mon ami Boris nous a fait un cadeau exceptionnel malgré son petit problème de santé d'être parmi nous et de nous donner autant cet après-midi. Donc je crois qu'on va maintenant passer directement aux signatures. Si vous avez des questions à lui poser, ce sera l'occasion en face à face. Donc et ensuite il devra nous quitter parce qu'il a un rendez-vous médical à Toulon. Et donc je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très chaleureusement. Extraordinairement généreux. Je l'avais invité pour la 100e de mon café philo et on aurait pu continuer jusqu'à 3h du matin, à 10h du soir et continuer à échanger avec le public. Donc, c'est un homme merveilleux, voilà, je le dis du fond du cœur et devant lui parce que je le sais, je le pense vraiment très 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 sincèrement. Donc un grand merci, vraiment. Merci à Elodie d'avoir impromptu joué ce rôle que je lui ai confié, elle n'était pas au courant, et puis merci à tous les enseignants et à tout le personnel municipal au contact avec les enfants. J'espère que vous allez retirer beaucoup à la fois des tables rondes et de cet après-midi, et que ce n'est à nos yeux qu'un point de départ et pas un point d'arrivée. Je pense que ça devrait être le point de départ de meilleures pratiques et d'un vivre ensemble meilleur entre nous et avec les enfants. Donc maintenant on va passer aux dédicaces et encore merci à Boris Cyrulnik.